Donc je vais vous présenter aujourd'hui une solution SIG web sur PC et mobile de chez Man Machine euh, qui s'appelle MoveMapEdit. Donc l'agenda pour cette présentation, on va voir en fait quels sont les clients potentiels pour MapEdit, un aperçu du produit dans ses fonctionnalités, des prérequis techniques et l'architecture du système nécessaire en fait pour héberger MapEdit et pour faire fonctionner MapEdit, les principales caractéristiques et les avantages en fait de ce produit. On verra deux exemples et des présentations, une pour MapEdit desktop et une pour MapEdit mobile. Et puis on verra aussi les perspectives de développement concernant le produit MapEdit et ce qu'il devrait devenir en fait dans les prochains mois, puisque en fait le monde du développement est en constante évolution. Tout d'abord quelques informations sur Man Machine. Qui est Man Machine? Donc c'est un groupe allemand qui a été créé en 1984. Qui est en fait spécialisé dans l'édition, l'intégration et la commercialisation de solutions CAO, BIM et PLM. Il compte 730 personnes dans 55 implantations dans le monde aujourd'hui, et les revenus 2015 étaient de 160 millions d'euros. Man Machine est le premier partenaire Autodesk en Europe. Il est labellisé Platinum Partner, donc qui est le plus haut niveau de partenariat proposé par Autodesk aujourd'hui. Il y a un ensemble d'accréditations Autodesk métier complet sur un ensemble complet, le civil, le bâtiment, l'architecture et toutes les spécifications au niveau des applications métiers Autodesk. Il y a une certification consulting, support technique, et Man Machine est aussi centre de formation agréé par Autodesk. Donc qui sont les clients pour MapEdit? Ce sont en fait tout d'abord des clients qui ont besoin de gestion d'infrastructures de tout domaine, dans l'eau, dans l'énergie, le gaz, pour des sites industriels, pour l'électricité, des collectivités en général, mais aussi les aéroports, le routier et le ferré. Donc en fait on voit que MapEdit ça va être un large panel de besoins, toujours ciblés évidemment dans la gestion d'infrastructures. Donc quels sont les prérequis pour MapEdit? C'est relativement simple en fait, évidemment. MapEdit, bien qu'il puisse en fait diffuser tout type de données, et pas seulement les données Autodesk, un environnement initial favorable se situe plutôt au niveau des utilisateurs qui sont déjà utilisateurs de logiciels infrastructure Autodesk, notamment Map 3D, Autodesk Infrastructure Map Server ou MapGuide Open Source. Donc cet environnement évidemment représente un environnement initial favorable pour mettre en place MapEdit. La configuration idéale, ce sont en fait des clients qui ont besoin de gérer des modèles métiers Autodesk. Alors pour ceux qui utilisent Map 3D ou Autodesk Infrastructure Map Server, ils sont familiers en fait sur ces modèles métiers. En fait, ce sont des modèles d'objets qui sont connectés à des bases de données avec une certaine intelligence pour gérer en fait par exemple des réseaux de gaz, des réseaux d'eau ou des réseaux d'électricité ou tout simplement une infrastructure pour une ville ou pour une collectivité. Donc évidemment la configuration initiale, idéale de départ, il faut avoir une base de données SIG si possible, ou alors en constituer une ou être en cours de constitution d'une base de données SIG. MapEdit se connecte assez favorablement sur Oracle, puisqu'en fait il y a un partenariat depuis longue date entre les développeurs de MapEdit et Oracle. D'autres bases de données sont acceptées comme SQLite ou SQL Server, mais la base de données préférentielle est évidemment Oracle. Et évidemment, la configuration idéale, c'est aussi d'avoir besoin d'intégrer des données métiers et d'avoir besoin d'étendre l'accès de ces données aux utilisateurs.
Les langues disponibles pour Mapedit. Donc Mapedit existe dans plusieurs langues, c'est-à-dire en allemand, en anglais, en français, en italien, pour la partie logicielle. Pour la partie documentation, l'italien n'est pas encore prêt, donc on a l'allemand, l'anglais et le français. La base installée de clients Mapedit, étant d'origine allemande, puisqu'en fait c'est la division Mensch und Maschine, donc la division main et machine allemande, qui est à l'origine du développement de Mapedit. On a évidemment une base de clients installée pour Mapedit beaucoup plus importante en Allemagne et en Suisse, donc plus de 120 clients Mapedit qui sont des grands comptes en fait, avec un nombre d'accès assez important au niveau de Mapedit, principalement en Allemagne et en Suisse, avec aussi 12 Mapedit mobiles. Et puis en Europe, un en Roumanie, qui est assez important, un au Luxembourg, et puis quelques autres installations au niveau de l'Europe qui sont réparties. Pour avoir un aperçu du produit, qu'est-ce que fait Mapedit, qu'est-ce qu'il propose? C'est relativement simple. En fait, Mapedit est un outil pour diffuser des informations SIG. Donc évidemment, au départ, on a une base de données SIG sur laquelle sont connectés plusieurs outils. Un outil comme AutoCAD Map 3D, en fait, qui va permettre en fait d'encoder et de maintenir les données SIG en relation avec la base de données. L'outil standard Autodesk, AutoCAD Map 3D, et puis on va pouvoir greffer en fait Mapedit sur cette configuration afin de diffuser les données en consultation et en édition. Et puis on a aussi le deuxième volet de Mapedit qui est la partie mobile, donc qui est en fait un Mapedit standard, mais aménagé pour des périphériques mobiles, des tablettes, des smartphones, plutôt des tablettes, et qui est aussi dédié en fait à la saisie sur site et à la saisie déconnectée. Et là, en fait, à partir d'un navigateur, tout type de navigateur, on va pouvoir aussi consulter et éditer les données et les informations SIG en relation avec la base de données. Donc les plateformes du côté AutoCAD Map et Mapedit Desktop, on va avoir des PC sous Windows. Et puis bien évidemment tout autre type de périphérique, mobile ou non d'ailleurs, pourront lire et afficher les informations à partir de Mapedit mobile. Les systèmes d'exploitation supportés. Donc pour Mapedit Desktop, on est sur toute plateforme de Windows XP à Windows 10. Et pour Mapedit mobile, en version HTML5, on est sur tout type d'interface, donc Android ou iOS pour la partie tablette smartphone, Windows Phone aussi pour la partie smartphone et tablette, et puis aussi les navigateurs traditionnels sous les systèmes d'exploitation traditionnels desktop. Donc en détail, quelles sont les fonctionnalités de chaque module. Pour la partie Mapedit, on va plutôt le destiner en fait à une solution intranet, c'est-à-dire une solution de consultation et d'édition des données SIG dans votre réseau intranet, bien qu'il puisse aussi s'étendre au réseau internet. Il n'y a pas de restrictions par rapport à ça. Mais on le dédie plutôt à des plateformes desktop et PC sous Windows. Alors la fonctionnalité évidemment première, c'est d'éditer des géométries, des attributs en relation avec la base de données SIG qui est connectée. On va pouvoir aussi, vous le verrez tout à l'heure pendant la présentation, faire des impressions, des annotations, faire du parcours réseau et éventuellement accueillir quelques modules additionnels qui permettent encore plus de spécifier les besoins de Mapedit en fonction de besoins métiers bien particuliers. La partie mobile, celle-ci, elle est plutôt orientée consultation en mode mobile, bien qu'on puisse aussi saisir certaines informations.
qui vont rester simples. Hein. On va parler d'informations attributaires et non pas de géométrie. Donc par exemple, prendre une photo d'une installation de gaz, d'eau ou d'électricité à partir de son smartphone, connecté à Mapedit et l'envoyer dans la base de données SIG est tout à fait possible avec Mapedit mobile. Donc ça fonctionne sur tablette et périphérique mobile. On va plutôt dire que la tablette est un périphérique qui est beaucoup plus adapté, on va dire, à la saisie qu'un smartphone. Les systèmes qui peuvent accueillir Mapedit donc sont Windows, Windows Phone, iOS et Android. La navigation se fait en HTML5 et la consultation des cartes et des données peut aussi accueillir de la saisie, mais simple. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, on va rester sur des valeurs attributaires, des valeurs de texte ou éventuellement de la saisie de documents à partir des fonctionnalités du périphérique mobile. Par exemple, une photo qu'on va pouvoir en fait poster directement sur le serveur SIG à partir de Mapedit mobile. Donc si on regarde en fait un panorama de l'installation typique, on va dire, de Mapedit, on a d'un côté AutoCAD Map qui fonctionne exclusivement sur plateforme PC, en fait servir en fait à éditer et à maintenir les données SIG. On a trois modules de Mapedit, donc le Mapedit traditionnel qui va proposer un accès aux données, des modifications de données, de la saisie de données. Mapedit Auskunft, alors bon, ne vous inquiétez pas pour le nom, ni pour la prononciation d'ailleurs. Mapedit Auskunft, en fait, c'est la version de Mapedit en consultation uniquement. Mapedit, en fait, a deux possibilités au niveau des licences. Une licence d'administration et d'édition et une licence uniquement en consultation. Donc on va plutôt destiner ce Mapedit qui a toutes les fonctionnalités du Mapedit traditionnel, mais en fait plutôt à des utilisateurs qui vont devoir uniquement consulter les données. Donc on a avec Mapedit Auskunft un accès seul aux données. Et puis Mapedit mobile en intranet ou en internet qui va pouvoir aussi accéder aux données. Tout ceci, évidemment, via un serveur cartographique et des données SIG qui sont stockées sur votre installation en fait en interne. Le positionnement de Mapedit, on va afficher 4 niveaux en fait de clients type Mapedit. Niveau 1 qui est un niveau public, hein, donc le tout venant, donner un accès public en fait à sa cartographie. Un niveau 2 qu'on va pouvoir qualifier de mobile SIG web, donc plutôt dédié en fait au personnel technique qui va sur le terrain. Un troisième niveau qui est en fait de l'intranet, donc de la consultation de données SIG au sein d'un réseau local ou interne, et puis le niveau 4 qui est le spécialiste SIG, et on va pouvoir en fait sur ces 4 secteurs en fait affecter les versions que je viens de décrire. Donc Mapedit mobile qui va plutôt s'adresser au public de niveau 1 et de niveau 2, hein, afin de faire des visualisations dans un navigateur mobile, des recherches, des mesures, du positionnement GPS, mais aussi sur une partie plus avancée, on va pouvoir gérer l'authentification, donc la sécurité par rapport à l'application de Mapedit. On va pouvoir consulter et saisir des données et avoir quelques fonctionnalités supplémentaires. Mapedit mobile dispose aussi d'une interface API hein, qui permet d'ajouter des fonctions en fait particulières dans l'interface. Mapedit Desktop qui va plutôt s'adresser à un public de niveau 3, donc qui va permettre en fait des impressions, des annotations, de l'exploration métier, donc connecté au modèle métier Autodesk, et par exemple saisir des formulaires ou éditer des formulaires par rapport aux objets SIG qui sont présents dans Mapedit. Et puis le niveau 4, que j'ai abordé tout à l'heure, plutôt orienté Map 3D comme outil de travail, et là qui fait de l'administration, de la maintenance au niveau de la base de données SIG et au niveau de l'encodage des informations. Voilà, tout ceci évidemment
destiné à deux plateformes, hein, encore une fois, les niveaux 3 et 4 plutôt orientés plateforme Windows, dans un réseau interne, et les niveaux 1 et 2 plutôt orientés tout navigateur, mobile ou non, sur périphérique mobile ou non. Alors, comment se passe l'implémentation d'un projet Mapedit? C'est relativement simple. Au départ, évidemment, un environnement favorable, c'est d'avoir un modèle métier constitué avec Map3D. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les modèles métiers, Map3D, en fait, ce sont des modèles métiers qui viennent d'un outil qui s'appelait Topobase, qui a été intégré dans Map3D suite au rachat de Topobase par Autodesk. Et donc, cela permet en fait de classifier la conception des objets dans Map3D et en fait d'organiser son SIG à partir de Map3D dans un environnement client-serveur avec une base de données et de classifier tous les objets pour pouvoir les afficher et les maintenir avec des flux de travail. Donc c'est une application relativement rigoureuse et complexe au départ, mais bon, évidemment, un environnement de départ, c'est d'avoir déjà constitué un modèle métier, sinon il va falloir en constituer un. On va le publier en fait dans MapGuide, MapGuide qui est l'outil de diffusion d'Autodesk. Donc on va publier en fait ce modèle métier via MapGuide, et puis on va concevoir évidemment la carte qui va permettre en fait la diffusion des informations avant de pouvoir constituer le projet Mapedit. Une fois que ces trois étapes en fait sont passées, on va simplement pouvoir créer un projet Mapedit très simplement, et en le connectant à des données existantes, puisque ces données auront déjà été mises en place avant. On va pouvoir importer les formulaires. Donc les formulaires sont les fiches d'information qu'on voit et ils sont constitués avec le modèle métier Autodesk. On va pouvoir importer ces formulaires directement dans Mapedit sans devoir les modifier, donc c'est quand même un gain de temps appréciable. On va pouvoir créer des couches cartographiques auxquelles on va donner accès à Mapedit pour pouvoir les diffuser, et à partir de ce moment-là, on peut déjà commencer à diffuser le projet Mapedit qui sera prêt pour l'édition et la consultation par les utilisateurs. Donc c'est relativement simple quand on a un modèle métier Autodesk à mettre en place Mapedit. C'est un petit peu plus complexe, mais ça ne dépend pas forcément de Mapedit, puisque les utilisateurs qui n'auront pas de modèle métier devront évidemment en constituer un. Je rappelle que les modèles métiers sont partie intégrante de Map3D, qu'il n'y a pas de module additionnel ou de choses particulières en fait à prévoir. Le logiciel AutoCAD Map3D permet en standard de créer des modèles métiers et d'administrer ces modèles métiers. L'architecture système, elle est traditionnelle. On est sur une architecture client-serveur, avec d'un côté une batterie de serveurs qui va permettre l'hébergement des différents outils, de la base Oracle, de la base serveur Map, et puis du serveur Mapedit. D'un autre côté, on a évidemment Internet. Et puis entre les deux, on aura une zone démilitarisée, qui permettra en fait de sécuriser la diffusion des données et d'éviter les insertions au niveau du réseau par des utilisateurs externes. Et donc tout ça, bien évidemment, peut se faire via un hébergeur ou via votre réseau interne. En règle générale, l'intranet est dédié plutôt au réseau interne. L'Internet peut être régi par un hébergeur. La DMZ se situe aussi au niveau de votre réseau interne, bien sûr, pour la bonne sécurité. Mais c'est une architecture client-serveur traditionnelle qu'on retrouve dans beaucoup d'installations SIG traditionnelles aussi. On va maintenant passer à la partie présentation de Mapedit. Donc je vais vous présenter déjà le premier outil Mapedit Desktop. Enfin, quand je dis desktop, ça se fait via un navigateur, mais c'est la partie lourde en fait de Mapedit qui permet le plus de fonctionnalités. Donc la partie qui n'est pas mobile. Et donc je vais passer sur mon navigateur.
Alors, première chose qu'on va pouvoir apprécier dans Mapedit, c'est la sécurité. Bien entendu, Mapedit est sécurisé. Il permet, en fonction de profil utilisateur, avec un nom d'utilisateur, un mot de passe, d'affecter des groupes d'utilisateurs et en fait de donner plus ou moins de droits ou de fonctions aux utilisateurs qui sont connectés. Donc c'est très pratique. C'est aussi, je dirais, la base d'un système SIG, pouvoir qualifier en fait l'utilisateur et les opérations auxquelles il a le droit d'accéder. Donc là, on va pouvoir en fait avec Mapedit faire tout type de sécurité et gérer la sécurité. On voit ici bon, les 4 langues qui sont disponibles. Hein. Je vais me connecter en français. Et donc, on obtient en fait ici directement une connexion sur Mapedit. Alors vous avez, pour éviter toute confusion, la partie cartographique que vous voyez apparaître n'est pas MapGuide, c'est bien des données qui sont gérées par l'outil de visualisation intégré à Mapedit, c'est-à-dire que c'est un viewer autonome. Malgré tout, ces données à la base sont hébergées dans MapGuide. Hein. On va les chercher dans MapGuide et on les affiche via Mapedit. Alors pourquoi ce procédé? Ben, tout simplement que en fonction des données qui sont affichées, du volume de données qui est affiché, Mapedit est beaucoup plus performant que MapGuide. Mapedit dispose d'un cache interne au niveau des données qui va permettre de tuiler les informations et d'accélérer considérablement l'affichage d'informations. On le voit ici, ces opérations-là sont quasi impossibles dans MapGuide pour un gros volume de données. Et on a une souplesse au niveau consultation avec Mapedit qui est incomparable. Donc on voit ici les différentes parties de l'interface. Une partie qu'on peut voir en haut matérialisée par des icônes en fait, qui va donner accès aux fonctions internes de Mapedit. Une barre de sélection d'objets, puisqu'on est sur un modèle objet, hein, donc on va pouvoir en fait afficher certains groupes d'objets, du gaz, de l'électricité, de l'eau, etc. Et on va pouvoir se connecter en fait à ces objets. Donc là, c'est une barre d'outils en fait qui permet de faire de la recherche multicritère ou faire de la sélection multicritère par rapport aux objets. On a une partie légende ici qu'on peut voir et qui est aussi gérée indépendamment de MapGuide, hein, bien qu'elle se connecte sur des couches MapGuide. Cette légende est totalement indépendante de MapGuide, avec un effet de transparence, je ne sais pas si vous pouvez le voir, donc voilà une transparence au niveau de la légende qui permet en fait d'aménager l'espace écran un peu mieux. Et puis évidemment l'affichage de coordonnées, l'affichage de l'échelle qui est toujours natif, et une barre de menu particulier au projet. C'est-à-dire que là, je suis dans un projet de démonstration et cette barre de menu est faite spécifique par rapport à ce projet et toujours gérée par Mapedit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'administration de Mapedit et la consultation de Mapedit se fait via le même outil, c'est-à-dire que via ce menu projet, on va pouvoir en fait avoir tout type d'informations, par exemple se connecter à la base de données, importer un menu, gérer un menu, créer un formulaire. Donc cet outil est vraiment autonome, on n'a pas besoin d'outils d'administration par exemple pour Mapedit qui permettrait de concevoir des formulaires ou autres, non. Cet outil est directement intégré dans l'interface que vous voyez là, et en fonction du profil utilisateur que vous avez, ben, vous pouvez en fait accéder ou non aux fonctionnalités de conception du modèle Mapedit. Donc c'est très intéressant. Alors, petite précision, les données, donc l'interface est bien en français, mais les données sur lesquelles je travaille sont d'origine allemande, donc issus d'un modèle de données allemand. C'est pour ça que vous verrez de temps à autre des informations qui apparaissent, notamment ici par exemple on est sur une classe d'objets Gebäude qui veut dire bâtiment, et donc cela provient du modèle métier qui lui est allemand. Malgré tout, l'interface est complètement française, donc c'est relativement souple, hein. On peut se connecter sur tout type de modèle métier, localisé ou non. On va voir ici que, donc je vous parlais tout à l'heure de l'affichage en cache. Donc vous avez vu ici, j'ai cliqué en fait dans la partie
affichage des orthophotos en fond de plan. On a vu que c'était très rapide. Mais encore une fois, c'est dû à Mapedit et à son cache et à la gestion de son cache. Mapedit va recalculer dynamiquement des tuiles, par exemple ici sur les orthophotos, mais pas que sur les orthophotos, on peut le faire sur tout type de couche. Va pouvoir recalculer des tuiles dynamiquement pour permettre en fait un affichage très rapide. Il n'y a quasiment aucun temps d'attente, alors que dans les outils traditionnels SIG, vous voyez que ici le calcul se fait dynamiquement. Alors la première fois qu'on consulte la carte, le calcul est dynamique, c'est-à-dire que le serveur Mapedit calcule en même temps que l'on consulte. La deuxième fois que l'on va consulter la carte, les tuiles sont déjà précalculées. Et donc, on a un affichage quasi instantané. Donc, c'est très appréciable par rapport à ce que MapGuide, par exemple, peut nous proposer comme performance. On est de l'ordre de 1 à 10, c'est-à-dire qu'on est quasiment 10 fois plus performant avec Mapedit qu'avec MapGuide, simplement par le fait de calculer ces tuiles. Donc ici, quelques fonctionnalités. Donc, je vais afficher, par exemple, le réseau d'eau. Donc on voit ici un réseau d'eau avec des canalisations et des hydrants. Je vais aussi pouvoir faire de la consultation aussi à partir de ces hydrants. Donc premièrement une consultation assez simple. Voilà, je vais prendre un mode de sélection simple avec le groupe d'objets bâtiment, et puis je vais en fait pouvoir en fait aller sélectionner en fait un bâtiment et obtenir ces informations. Donc on voit ici que la fiche qui apparaît, la fiche d'information est la même que celle qu'on a dans AutoCAD Map pour les modèles métiers. Ben, c'est normal, puisqu'en fait on lit directement ces informations à partir du modèle métier. On récupère aussi la fiche d'information directement dans Mapedit. Donc il n'y a pas besoin de transfert entre la partie conception qui se situe plutôt au niveau Map 3D et la partie web qui se situe plutôt au niveau de Mapedit. On aura en fait directement la fiche d'information telle que conçue dans Map, disponible dans Mapedit. Évidemment, si il n'y a pas de fiche d'information créée dans Map, on va pouvoir en créer une et aussi l'importer dans Mapedit de la même manière. Donc c'est relativement simple. On voit ici que ici j'ai été afficher les informations via un formulaire de l'objet que j'ai consulté par un clic en fait dans la carte. Il faut savoir que cette fiche comporte deux volets, un volet général, un volet vu en tableau, vu en table, qui en fait filtre naturellement par rapport à la sélection. Si je décoche en fait le filtre, je vais en fait avoir accès à tous les bâtiments qui se situent dans ma carte. Donc ici par exemple, si je clique sur ce bâtiment-là et que je fais localiser, en fait la carte va automatiquement s'adapter pour aller m'afficher le bâtiment tel que sélectionné dans la fiche. J'ai aussi plusieurs fonctionnalités qui me permettent de faire du filtre par rapport à certaines informations de la carte, comme par exemple ici filtrer les informations des bâtiments par rapport au nom de la rue où ils sont localisés. Donc voilà, je vais filtrer par rapport à la rue là, mais c'est un peu dommage que j'ai pas de bâtiment cette rue là. On va prendre celle-là. Voilà. Je vais prendre Bora Bora Strasse, je sais qu'il y en a ici, et on va avoir accès uniquement aux bâtiments de Bora Bora Strasse, toujours en vue en table ou en général. On voit ici qu'on a 23 bâtiments qui sont indexés dans cette rue, et je vais pouvoir en fait les parcourir et éventuellement aller localiser directement mon bâtiment dans cette rue. Donc la fiche, qui n'est pas nouvelle, puisqu'elle est disponible aussi dans Map 3D, est très intéressante puisqu'il n'y a pas besoin de faire d'aller-retour entre la carte et la fiche. Les données sont directement connectées entre la fiche, la vue tableau et la carte. Donc quel que soit le mode de saisie et le mode de sélection, on a en fait une interaction complète entre cette fiche et les informations contenues dans la base de données. Donc c'est relativement appréciable en termes de fluidité et en termes d'ergonomie de consultation.
On a aussi la possibilité d'adjoindre des documents connectés à ces fiches. Bon, ici, il n'y en a pas, on le verra tout à l'heure sur les hydrants. Comment on peut en fait accéder à un document. Donc voilà, donc ici j'ai fait en fait une consultation par rapport à des bâtiments. Je vais en fait changer mon type de consultation. Je vais dire que je vais aller faire une consultation. Donc, vous voyez apparaître aussi des tooltips, donc des petites notes d'information sur chaque objet. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est disponible dans Mapedit et qui permet en fait d'afficher rapidement des informations au survol sur un objet. Donc ici, j'en étais à la consultation d'hydrant, donc je vais prendre en fait le groupe eau, et puis je vais aller sélectionner comme objet l'hydrant. Alors je pourrais aussi dire, voilà, je veux toutes les classes d'objets qui font partie du groupe eau, auquel cas, si je fais une sélection par exemple par un objet polygone, tout ce qui va se trouver à l'intérieur du polygone, du groupe eau, va être sélectionné, et donc je vais avoir en fait toutes les fiches d'information qui apparaissent par rapport à cette sélection. Le mode de sélection est très pratique et très puissant aussi. Donc, ici, donc sur des hydrants, je vais aller me connecter sur un hydrant ici, et puis je vais en fait aller avoir l'information. Donc on a une fiche sur les hydrants un peu plus détaillée que ce qu'on a sur le bâtiment, parce qu'il y a plus d'informations, donc notamment une fiche principale, donc des informations principales, et puis des informations détaillées, qui sont des informations dépendantes évidemment de la fiche principale. Donc on a la possibilité de connecter une ou plusieurs fiches sur chaque objet. Donc c'est très intéressant. Donc même chose, donc ici je suis dans la rue Bora Bora. Si je veux en fait filtrer en fait éventuellement tous les hydrants de la rue Bora Bora, j'ai plus qu'en fait à sélectionner alors Bora Bora Strasse, voilà, et puis à filtrer. Et là j'aurai bien en fait une sélection faite sur les deux hydrants présents dans cette rue. Et éventuellement pouvoir aussi les localiser. Donc, on le voit ici. Voilà. Alors, j'en parlais tout à l'heure, la partie documentaire. Donc, je n'ai pas de documents connectés sur les hydrants, mais si je veux voir en fait tous les documents qui existeraient éventuellement sur les hydrants, donc le document est un objet à part entière, qui se gère comme un autre objet, comme un hydrant, comme un bâtiment. Et on va avoir en fait aussi la possibilité de consulter par exemple tous les documents qui peuvent exister sur les hydrants. Donc ici je vois qu'il y en a un qui est connecté et on va pouvoir tout simplement le visualiser avec la possibilité d'agrandir le zoom. Donc pour information, cet objet est bien contenu sur le serveur et non pas en local. Donc là, un deuxième objet qui est un schéma de raccordement. Même chose, c'est le même, pardon. Et puis éventuellement une photo de chantier. Donc tout type d'information, que ce soit des documents, que ce soit des photos, on va pouvoir en fait les connecter à chaque objet ou à plusieurs objets à partir de ce lien documentaire. Donc des fonctionnalités très intéressantes au niveau du modèle objet. Encore d'autres fonctionnalités, la fonctionnalité d'impression de la fiche, de l'export Excel l'export vers Excel des informations matérialisées dans la fiche ou dans la vue en table, c'est-à-dire le résultat de votre recherche, donc très intéressant aussi. Donc possibilité de mettre en surbrillance un objet ou plusieurs objets par rapport au filtre. Donc on sélectionne plusieurs objets et on les met en surbrillance. Donc ici par exemple je sélectionne avec ma touche Shift deux objets et les mettre en surbrillance dans la carte. Le premier et le deuxième qui n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi. Si, voilà, pardon, donc le premier et le deuxième. Voilà, donc une sélection multiple ou simple en fonction de vos besoins. Donc ça c'est une fonctionnalité très puissante de Mapedit, connectée, donc je le rappelle, au modèle métier Autodesk. Si on regarde un petit peu la barre d'outils qui est proposée ici, on a ici une première zone qui comporte
des outils en fait de localisation et de zoom. Donc on a évidemment le déplacement par panne, le zoom plus, le zoom moins, le zoom total, le zoom original. On va pouvoir aussi aller zoomer à une certaine ou aller se positionner à une certaine coordonnée si nécessaire. On va pouvoir faire des sélections, donc des sélections par buffer, buffer circulaire ou buffer linéaire. Donc qui sont des outils communs à tous les systèmes d'information. Éventuellement enlever la surbrillance d'un objet. Par exemple ici, on avait deux objets qui étaient en surbrillance, on va pouvoir supprimer cette surbrillance. Faire du mesurage, donc soit une ligne, soit des polylignes, soit des surfaces. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est relativement standard. Si je prends voilà, un outil de mesure avec une polyligne, on aura en fait la possibilité et l'affichage en fait dynamique des informations mesurées qui sont très précises évidemment pour peu que vos données cartographiques soient précises. On a une possibilité de faire du dessin provisoire ou des annotations. Donc vous le voyez ici, donc dès que j'ai cliqué en fait dans le dessin provisoire, on a une couche qui s'est rajoutée, une couche temporaire, qui est une couche qui s'appelle redlining, qu'on peut nommer aussi autrement, si on le souhaite. Et donc cette partie annotation permet d'annoter le dessin avec plusieurs types d'informations, notamment des cercles, du texte, des surfaces, de la cotation. Donc, par exemple, si je prends le texte ici à vérifier, on va le mettre en taille voilà, un peu plus grosse, et puis on va positionner, pardon, j'ai plus mon outil de positionnement. Voilà, le texte, on va le positionner par rapport à un point, ici. Voilà, par exemple, et puis on va éventuellement, on peut y ajouter une ligne pour symboliser l'hydrant qui serait à vérifier. Et donc avoir cette couche d'annotation temporaire en fait sur le dessin. On peut évidemment effacer cette couche. On peut faire du suivi de réseau, donc on le verra tout de suite après au niveau fonctionnel. Pour ceux qui ont par exemple pour des canalisations d'eau, ceux qui gèrent des visites de canalisation, on peut en fait connecter le système de visite de canalisation à Mapedit pour les modèles de gestion de l'eau évidemment. Et donc aller avoir un aperçu des vidéos de parcours des canalisations directement et synchronisé avec Mapedit. On a aussi un outil d'impression qui est relativement bien fait et très performant. On a ici donc l'interface d'impression en prévisualisation qui permet en fait d'aménager la carte par rapport au cadre qu'on aura défini ici. Donc le cadre est basé sur des types d'aménagement, de layout, et puis sur un format de A4 à A0, avec une gestion d'échelle forcée ou automatique, la rotation du cadre par rapport à la zone de carte qu'on choisit d'imprimer. Alors ça peut se faire par ici, ou ça peut se faire aussi par l'onglet rotation ici. Donc très intuitif et très puissant comme outil. Et puis on va pouvoir imprimer. Donc au niveau impression, encore une fois, on a la possibilité donc d'avoir une impression simple, la possibilité d'avoir un layout particulier avec votre propre cartouche et vos propres informations attributaires. On les voit ici, les informations attributaires qu'on peut rajouter dans le cartouche, dynamiquement ou non. On va pouvoir aussi ajouter dynamiquement des données de la légende directement au niveau de la carte. Donc si par exemple je veux ajouter ce qui concerne les hydrants pour donner une information à la personne qui va consulter cette carte sur les hydrants, on voit ici que automatiquement les informations qui sont cochées au niveau de la légende peuvent apparaître. On peut aussi imprimer toute la légende sur une feuille séparée. Petite précision aussi, contrairement à MapGuide, qui n'a pas une très bonne résolution des informations qui sont
qui sont restitués en mode impression. Mapedit possède une qualité supérieure en fait. Vous le voyez ici, hein, les textes et les lignes sont très nets par rapport à ce qu'on pourrait avoir traditionnellement dans MapGuide, et donc on a évidemment bien meilleurs résultats sur des grands formats en impression. On a aussi la possibilité d'exporter directement un PDF à partir de l'impression, ou d'imprimer évidemment directement, et puis quelques fonctionnalités sur l'aménagement en fait de la prévisualisation ici. Donc c'est un outil extrêmement puissant, très bien fait, ergonomique, de loin, un des meilleurs outils que j'ai aujourd'hui vu pour l'impression sur un SIG web. Donc ça c'est très agréable. Voilà, donc ici on a quasiment fini les fonctionnalités traditionnelles de Mapedit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez en fait la possibilité via les menus particuliers de donner des accès directs en fait à tout ce qu'on vient de voir, hein. C'est-à-dire que ici on va pouvoir en fait directement aller faire de l'information sur, par exemple, je suis en train de le chercher parce que je le connais pas directement, sur les hydrants qui sont quelque part par là, je ne sais plus où. Donc on va pouvoir en fait via ces menus aller faire des raccourcis entre guillemets de fonctionnalités qu'on vient de voir ici, pour favoriser et faciliter le travail des utilisateurs, hein, plutôt que d'aller chercher dans toutes les fonctions qu'on vient de voir. Il va directement dans le menu et il y a une fonctionnalité avec un flux de travail qui est prédéfini et qui va permettre en fait d'aller directement à la fonction sans devoir chercher. Donc c'est relativement pratique d'avoir ces menus. Voilà, donc je vais quitter le projet, je vais le laisser ici, pour passer à la suite de la présentation. La partie mobile, avec Mapedit, que vous venez de voir, en fait, on est sur une technologie Microsoft Silverlight, hein, qui est aujourd'hui en cours d'arrêt de développement. Elle sera maintenue jusqu'à fin 2017, je crois. Donc, évidemment, pour Mapedit mobile, on ne pouvait pas en fait se baser sur une technologie qui était désuète. Donc, on a choisi HTML5, qui est une technologie en fait qui normalement est compatible avec beaucoup plus de navigateurs et beaucoup plus de plateformes, est en HTML5. On peut voir ici, sur des exemples d'interface utilisateur, on le verra que dans la démonstration tout à l'heure, mais que évidemment que l'interface est considérablement différente de ce qu'on vient de voir avec Mapedit traditionnel, puisque évidemment on est sur une interface adaptée au périphérique mobile, donc avec des menus, une navigation qui est quand même spécifique au périphérique mobile. Donc il faut se projeter évidemment cette utilisation sur un smartphone ou sur une tablette, pour pouvoir en avoir les pleines possibilités, bien évidemment. Les fonctionnalités de base, bon, on a un support de connexion sécurisée, on a une authentification comme dans Mapedit, hein, pareil, avec des possibilités de donner ou non des fonctionnalités aux utilisateurs en fonction de leur profil d'authentification. On a une interface web d'administration, alors qui n'est pas incluse dans l'interface, mais qui est une interface séparée, contrairement à Mapedit. C'est un outil multilangue, comme Mapedit. Et puis on va pouvoir évidemment consulter tout type de données, comme dans Mapedit d'ailleurs, hein, des données qui viennent d'OpenStreetMap, des données qui viennent de web service, des données qui viennent d'un serveur de tuiles, des données qui viennent d'une base de données, etc. Donc il y a quasiment toutes les fonctionnalités, si ce n'est que la plateforme de consultation est différente. Des fonctionnalités étendues qui ont été rajoutées évidemment conformément en fait aux besoins qu'on peut avoir en mobile, les recherches spécifiques selon un utilisateur, des outils de localisation par rapport à la position actuelle de l'utilisateur, mais aussi on va pouvoir consulter les attributs des objets, mettre en surbrillance des objets, mesurer comme dans Mapedit, afficher les coordonnées, et on a aussi un système d'URL paramétrable qui nous permet d'accéder directement aux bonnes informations à partir de l'URL du navigateur du périphérique mobile. Donc depuis janvier 2016, l'interface a considérablement évolué, puisqu'il y a une session de développement fin 2015 au niveau de Mapedit qui a donné beaucoup de fonctionnalités supplémentaires.
Alors pas forcément des fonctionnalités visuelles, on va dire, mais des fonctionnalités structurelles au niveau du produit. Notamment, bon, au niveau de l'interface utilisateur, on a des boutons en fait maintenant qui sont disponibles dans la carte. On a un changement très rapide entre carte et données, ce qui n'était pas le cas avant. Mais plus structurellement, on a le support d'OpenLayer 3, le support de plus de navigateurs, dont Edge, qui est apparu avec Windows 10. On a des boutons d'info comme dans Mapedit. On a amélioré l'affichage et la précision des GPS. Et il y a eu une refonte interne du produit au niveau écriture du code. Donc ça, c'est assez important de le préciser. On va passer à une présentation de l'outil mobile, très rapide, puisque il n'y a pas beaucoup de choses différentes, si ce n'est la plateforme. Donc on voit ici une authentification qui est la même quasiment que, je me suis trompé dans le mot de passe, qui est la même que dans Mapedit, mais avec des fenêtres orientées mobiles. Donc j'ai 3 projets ici qui sont disponibles. Un projet sur Saint-Maurice, qui est une ville et qui possède des données, donc notamment sur le réseau électrique. Donc je vais prendre celle-là. Alors, chose qui est surprenante, c'est qu'on voit que l'affichage est encore plus performant qu'avec Mapedit, mais c'est normal en fait. Avec Mapedit mobile, la technologie de diffusion est un petit peu différente, c'est-à-dire que les cartes sont précalculées en fonction des besoins de l'utilisateur, donc ce qui explique que l'affichage est plus que performant. C'est normal, c'est quasi obligatoire sur un périphérique mobile. Si vous devez attendre à chaque fois 3 secondes ou 5 secondes que la carte se régénère, c'est pas vraiment très performant, c'est pas vraiment très pratique, et c'est aussi consommateur de bande passante sur périphérique mobile, donc c'est pas très bon. Donc ici les cartes sont en quasi instantanées. Donc il y a vraiment tous ces outils qui sont très réactifs. On a évidemment la possibilité d'avoir plus d'informations, contrairement à Mapedit, où en fait vous disposez d'une légende que vous pouvez cocher, décocher en fonction des informations souhaitées. Ici, l'affichage des informations se fait en fonction du niveau de zoom et du niveau de précision acceptable en fait pour l'affichage, qui permet en fait d'avoir aussi une carte sans légende, donc d'éviter de gérer encore cette légende. Donc on a les informations qui apparaissent, notamment ici les informations de connexion, boîte d'interconnexion électrique qui sont disponibles. Même chose pour aller voir les informations, on a en fait un bouton d'info qui est disponible. Il va permettre, en fonction du projet et des groupes d'objets, de pouvoir faire des sélections. Donc ici, je vais dire que je veux une sélection sur tous les groupes d'objets qui se trouvent en dessous de ce point-là. Bon, comme il n'y en a qu'un normalement, ou voire 2, avec le bâtiment, il va rechercher. Et là, on va basculer automatiquement sur la vue en tableau, telle qu'on l'avait dans Mapedit, mais adaptée à un périphérique mobile. Donc c'est-à-dire sous forme tabulaire. Mais on voit ici que les fonctionnalités qu'on avait dans Mapedit, le filtre, le zoom, la localisation, etc., restent exactement les mêmes. Donc si je enlève le filtre, je vais avoir en fait tout un tas d'objets qui vont être disponibles. Alors ça va peut-être être un petit peu long parce qu'ils se connectent sur tous les objets de la table électrique, et il y en a énormément sur cette ville. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai bien fait de faire ça, puisqu'il y a énormément d'informations. Ça va peut-être venir, voilà. Je vais pouvoir en fait sélectionner par exemple un autre objet. Donc il est encore en train d'afficher. Je vais prendre un autre objet ici, ou ici, s'il veut bien. Voilà. Et puis je vais pouvoir en fait aller le marquer sur la carte. Et là automatiquement, on repasse sur la carte avec l'affichage. Donc on voit que le niveau de zoom n'est pas suffisant pour l'affichage d'objets. On va afficher le marquage, et donc l'objet apparaît dynamiquement. Voilà, donc même chose que dans Mapedit, une interaction complète entre la fiche et la carte, entre la vue tableau et les informations de la fiche. Encore quelques autres fonctionnalités ici, comme aller à la vue de démarrage, choisir le type de carte, afficher des coordonnées, mesurer,
Donc tout un tas de possibilités, mais aussi éventuellement de faire de la recherche d'informations. Donc ici, je pense que ici, là par exemple ici sur bah voilà, du câblage ou des stations de transfo, je vais pouvoir en fait aller directement avec un outil multicritère, pouvoir afficher dynamiquement et rechercher dynamiquement. Donc cet outil-là peut être paramétré via l'administrateur de Mapedit mobile, très pratique, hein, puisque voilà, on a. Donc il est plutôt orienté consultation spécifique au niveau des utilisateurs et consultation simplifiée au niveau des utilisateurs, sans devoir avoir de choses évidemment aussi à ouvrir. C'est un petit peu comparable au menu qu'on avait avec des raccourcis. Donc ici on voit que on a le transformateur Fisberg, on peut ouvrir son formulaire, aller voir ses informations, s'il veut bien. Voilà. Et aller voir directement ces informations qui sont filtrées en tableau ou en quadrillage. Donc la base de données est quand même relativement importante, donc c'est ce qui explique en fait le temps de consultation. Hein. Il y a quelques 10 000 objets connectés en fait sur ce modèle. Voilà, donc ici on a filtré les informations du transformateur et puis je vais pouvoir les afficher en quadrillage. Donc on voit ici, sous forme de fiche, toutes les informations au niveau du transformateur. Voilà, donc pour Mapedit, on est Mapedit mobile, pardon, on est sur ce genre de fonctionnalité-là, avec ce genre d'interface-là. Bon, ce qui reste très pratique en fait à utiliser, beaucoup plus orienté évidemment pour les utilisateurs en mode déconnecté. Voilà. Je vais continuer donc la présentation avec quelques informations complémentaires. Ici par exemple la partie licence, donc comment les licences de Mapedit et Mapedit Mobile sont proposées. Donc Mapedit, on a deux possibilités de licence, la licence par utilisateur concurrent, hein, ou la licence serveur. Donc il y a deux types de licences serveur, licence illimitée ou licence consultation, c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans la présentation qui s'appelait House-Conf. Donc il y a un prix fixe pour une consultation illimitée en fonction des utilisateurs. Et puis pour la partie administrateur, on va dire, ou éditeur de Mapedit, on a des utilisateurs en mode concurrent. Donc chaque utilisateur connecté consomme une licence. Pour la partie mobile, on est uniquement sur une licence type serveur. Donc soit en illimité, soit en pack de 10 utilisateurs. Donc ça, c'est les deux types de licences qui sont possibles au niveau des deux versions, en fait, on va dire, Mapedit et Mapedit Mobile, de l'outil Mapedit. Évidemment, pour ces deux modes de licence, on a des souscriptions annuelles qui sont disponibles et qui incluent en fait le support et les évolutions du produit avec votre licence. Alors le plan de développement de Mapedit, c'est relativement important de voir, parce qu'en fait Mapedit est un produit qui a commencé son développement en 2010. On est resté sur une technologie Silverlight, donc et on y restera jusqu'à fin 2017, c'est-à-dire au temps où Silverlight sera disponible par Microsoft. Mapedit Desktop, c'est le nouveau Mapedit qui n'est pas encore disponible, mais qui sera bientôt, normalement, au troisième trimestre 2016. Donc va apparaître en fait très bientôt. Alors la différence, c'est qu'il n'utilisera plus Silverlight, on le verra tout à l'heure dans les slides suivants. Et puis Mapedit Mobile, qui lui a commencé il y a bien plus longtemps, et qui en fait reste sur une plateforme stable, puisque la technologie HTML5 avait été choisie en fait au départ pour Mapedit Mobile, et ça s'avérait un bon choix, puisque on reste sur cette technologie aussi pour le futur. Donc les avantages de Mapedit par rapport à un SIG traditionnel, évidemment c'est les performances, vous l'avez vu, le temps de réponse très rapide, dû au serveur de cache qui calcule dynamiquement, son évolutivité, on est connecté sur des modèles métiers Autodesk qui peuvent évoluer, donc Mapedit peut naturellement évoluer.
On a une certaine flexibilité d'intégration des données, une interface relativement simple, hein, et on est surtout optimisé pour les produits Autodesk et les bases Oracle, ce qui permet en fait de réduire considérablement le coût d'implémentation d'un projet, pour peu évidemment que vous soyez déjà sur des modèles métiers Autodesk. Et puis d'autres avantages, on reste aujourd'hui avec Mapedit sur la seule solution cohérente, on va dire, de SIG dans le canal Autodesk, hein, puisqu'il y a peu de fonctionnalités, d'interface métier disponibles dans le canal Autodesk côté web et SIG. On reste la seule en fait qui est un produit à part entière et qui est cohérente. On a une configuration flexible et facile, aucune ligne de code à écrire, puisqu'on se connecte sur les modèles métiers, on exploite en fait les outils des modèles métiers Autodesk pour concevoir le modèle SIG. Malgré tout, on a des API qui sont disponibles si jamais il y a des besoins de passerelles logicielles, par exemple, à établir, et puis ou d'autres interfaçages en fait tout à fait particuliers. On a quand même une API de développement disponible et Mapedit peut avoir des fonctions très spécifiques selon les besoins des utilisateurs. Une maxime qui provient d'Allemagne, donc de Mapedit Allemagne, rien n'est plus constant que le changement. Bon, c'est tout simplement pour dire que voilà, Mapedit est un produit qui évolue constamment, et l'équipe de développement de Mapedit essaye de le maintenir au mieux en fonction des multiples évolutions qui se situent surtout au niveau du monde web. On le voit ici, il y a énormément de bases de données, de technologies web qui sont disponibles. C'est assez difficile aujourd'hui de choisir la meilleure et la plus pertinente en fait pour un environnement. Tout ce qu'on sait, c'est que le support de Silverlight s'arrêtera officiellement fin 2017 et il s'arrêtera définitivement en 2021. Donc jusque-là, pour Mapedit, il n'y a pas de raison de paniquer hein, sur les modèles de données Autodesk ou sur les données qu'on pourrait réimplémenter avec Mapedit. Ça va rester tout à fait possible pour les prochaines années. On va pouvoir fonctionner pleinement de Windows XP à Windows 10. Il y aura un support jusqu'en 2021, théoriquement, et Internet Explorer 11, qui est la plateforme aujourd'hui, la seule plateforme aujourd'hui encore à pouvoir lire des données Silverlight, reste aussi valide jusque 2021. Firefox, quant à lui, reste valide jusqu'en fin 2016, et Chrome est déjà dépassé, puisqu'il était valide jusqu'à la version 45, pour pouvoir lire les données Silverlight. Donc aujourd'hui, on est sur une limite au niveau des navigateurs par rapport à Silverlight. Malgré tout, on a quand même encore des navigateurs pour consulter Silverlight et encore pour un certain temps. Donc il n'y a pas de raison de s'affoler. La nouvelle stratégie en fait de Microsoft, c'est les applications universelles, hein, c'est-à-dire un seul code pour plusieurs types de plateformes et plusieurs types de périphériques. Et c'est là aussi que l'équipe de développement de Mapedit va s'orienter pour pouvoir développer les nouvelles applications Mapedit. Évidemment, on parle de développement, de changement de type d'interface, hein, et non pas de fonctionnalité. Hein. L'aspect visuel de Mapedit que vous avez eu en démonstration restera le même, si ce n'est qu'on s'adaptera en fait évidemment aux nouveaux périphériques et aux nouvelles applications. Comme par exemple les applications universelles, qui sont quand même relativement floues en termes d'annonces aujourd'hui. Hein. On ne sait pas très bien ce qu'elles contiendront, mais on peut imaginer qu'on aura, le code source de Mapedit qui sera compatible en fait avec toutes les plateformes, sans devoir en fait développer une version mobile et une version desktop par exemple, mais avoir une seule version de Mapedit. Quelques nouveautés sur Mapedit Desktop, donc c'est le nouveau Mapedit qui sort là, dans quelques semaines. On aura plus besoin de browser, hein, de navigateur, puisque en fait Mapedit maintenant est lié à Silverlight
et qu'il nécessite obligatoirement Internet Explorer 11, mais en fait l'équipe de développement a décidé de se passer du navigateur. On a embarqué l'application dans un fichier exécutable qui permet en fait d'éviter d'avoir spécifiquement Internet Explorer 11 ou Firefox telle version ou Chrome telle version pour pouvoir naviguer avec Mapedit. On aura une application client-serveur hein, comme avant, une installation unique sur un PC, une mise à jour automatique du cache client, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque en fait à chaque fois que le cache évolue, vous devez le mettre à jour. Bon, c'est automatique, enfin c'est semi-automatique on va dire, mais vous devez quand même le faire. On aura la même technologie côté serveur et côté client, et la même chose pour la configuration des modules additionnels. On aura des améliorations fonctionnelles pour l'échange de données et des formulaires hors du navigateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les formulaires que vous avez vus qui s'affichent doivent s'afficher dans le navigateur. Demain, avec la nouvelle version desktop, on pourra les afficher hors du navigateur aussi. Donc ça sont des petites fonctionnalités qui viennent avec le fait qu'on n'ait plus besoin forcément d'un navigateur pour Mapedit. En termes d'aperçu, on peut le voir ici. Voilà, on aura un exécutable. Hein, ça aura l'air en fait exactement ça aura la même apparence en fait que ce qu'on avait précédemment, si ce n'est qu'on n'est plus dans Internet Explorer, on est dans un navigateur interne, on va dire, et spécifique à Mapedit. Mais vous voyez que, alors une petite chose, voilà, on aura un sélecteur de projet visuel avec un aperçu du projet. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais en fait, l'interfaçage et les fonctionnalités restent strictement les mêmes que celles qu'on avait dans la partie Mapedit. Voilà, donc je vais arrêter la présentation maintenant. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par l'outil de chat en fait qui est disponible dans votre interface WebEx. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou de vous contacter par la suite si vous avez des questions plus particulières. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. J'attends sur mon chat. Pour l'instant, je n'en vois pas. Voilà, donc j'ai pas de questions. J'ai un merci beaucoup. Merci aussi à vous.